Chers amis de KTO, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie sous pression. Ce sera donc le fil rouge de notre soirée. Nous allons voir comment les idéologies contemporaines malmènent parfois ce que nous sommes en profondeur. Et puis en réponse, nous verrons comment cultiver notre humanité. Nous allons donc entendre le philosophe Olivier Rey sur le transhumanisme. Ensuite, Tugdual Derville autour de l'homme écartelé. Et puis pour finir, Blanche Streb nous donnera quelques clés de discernement. Bonne soirée sur KTO. Alors comme il a été dit, cette soirée est intitulée « La vie sous pression ». Et de fait, c'est bien ainsi que se trouve aujourd'hui la vie, sous pression, de plus en plus sous pression. Cela est vrai pour la vie en général. Les études scientifiques s'accumulent, qui rendent compte du taux alarmant d'extinction des espèces, au point que des spécialistes redoutent que ne se produise au cours du XXIe siècle une 6e extinction de masse d'une rapidité sans précédent. La nature se trouve dans un état de vulnérabilité critique. La maison commune se délabre. Sous pression, la vie humaine l'est également. Des progrès continus de la technologie, on attendait encore dans les années 1960 un allègement tout aussi continu de la peine des hommes. Le travail contraint et pénible devait occuper une fraction toujours plus faible du temps humain au profit d'activités choisies et gratifiantes. Un demi-siècle plus tard, on s'aperçoit que c'est moins une société des loisirs qui est advenue qu'une société de la fatigue. Pourquoi cette fatigue, malgré tout ce que la technologie fait pour nous? Les raisons sont multiples, et j'en soulignerai une seule. Nos ennuis ne viennent pas de ce que nos technologies manqueraient de puissance, mais de ce qu'elles sont trop puissantes. Trop puissantes pour respecter les équilibres naturels, de là les ravages infligés à notre maison commune. Trop puissantes pour être ajustées à nos facultés naturelles, de là qu'en même temps qu'elles nous servent, les technologies se mettent à nous asservir, qu'en même temps qu'elles nous facilitent la tâche, elles nous épuisent parce qu'elles nous font vivre dans des conditions et à des rythmes pour lesquels nous ne sommes pas faits. Et c'est dans ce contexte que l'idéologie transhumaniste se développe. Les transhumanistes sont des gens qui entendent mobiliser l'éventail entier des technologies et ils misent sur leur coalescence pour non plus seulement agir sur le monde extérieur, comme cela a été le cas jusqu'à maintenant, mais aussi pour modifier notre propre constitution pour nous augmenter. Et ces augmentations sont présentées comme autant de chances d'épanouissement de notre être, comme autant de moyens de nous faire accéder à une condition supérieure. Avant de les croire, il est bon de se rappeler dans quel contexte est apparue la notion de cyborg, contraction de cybernetic organism. À la fin des années 1950, on se mit à envisager de coloniser l'espace. Pour cela, de longs voyages habités étaient à prévoir, et le problème technique le plus épineux à résoudre n'était pas de construire des vaisseaux capables de traverser les espaces intersidéraux, mais d'assurer la survie des êtres humains qu'ils avaient mission de transporter. D'où l'idée qui germa, dès le début des années 1960, au lieu de s'échiner à recréer artificiellement des conditions de vie terrestres à l'intérieur des vaisseaux spatiaux, ne serait-il pas plus simple de modifier la constitution des astronautes pour leur permettre de survivre dans des conditions extraterrestres? Cette modification des fonctions vitales devait passer par un amalgame du corps humain avec la machine, par l'incorporation de composants exogènes, ce qu'on appelle exactement aujourd'hui des augmentations. Et cette origine de la notion de cyborg donne à réfléchir. L'ambition est de permettre à un être humain de continuer à vivre dans un environnement pour lequel il n'est pas fait. Et c'est de cette manière que le transhumanisme doit aujourd'hui être envisagé, non pas comme ce qui nous ferait accéder à une condition supérieure, mais comme ce qui nous permettrait de survivre
dans des conditions de plus en plus insupportables aux êtres humains que nous sommes. Plutôt que d'augmentation, il faudrait plutôt parler de kit de survie en environnement hostile. Norbert Wiener, fondateur au lendemain de la Seconde Guerre mondiale de la cybernétique, le disait déjà, je le cite, « Nous avons modifié si radicalement notre milieu que nous devons maintenant nous modifier nous-mêmes pour vivre au sein de ce nouvel environnement. » Fin de citation. Voilà donc notre situation. La transformation du monde par la technologie moderne avait pour but de façonner un monde plus hospitalier, plus accueillant aux êtres humains, à tous les êtres humains. Mais passé un certain seuil de transformation, la technologie se met à engendrer un monde si décalé par rapport à nos facultés naturelles que nous éprouvons de plus en plus de difficultés à y vivre, à nous y épanouir et à y fructifier. La technologie était censée adapter le monde à nos besoins et à nos désirs, et maintenant c'est nous qui devrions nous adapter au monde ainsi transformé en nous transformant nous-mêmes. Nous nous trouvons donc à une croisée des chemins. Ou bien nous estimons que la technique doit servir l'être humain. Dans ce cas, nous devons considérer l'être humain tel qu'il est et veiller à ne pas franchir certains seuils au-delà desquels la technique, au lieu de servir notre épanouissement et notre fructification, se met à nous épuiser et à nous rabougrir. Ou bien nous idolâtrons la puissance technologique au point d'estimer que c'est à nous de nous adapter à ses exigences et de lui livrer notre propre corps. Les transhumanistes sont partisans de cette seconde branche de l'alternative. Pour rallier des populations réticentes à leur cause, ils n'hésitent pas à promettre tout et n'importe quoi jusqu'à l'immortalité. C'est le principe de l'inflation. Moins une monnaie inspire confiance, plus il faut empiler les billets pour acheter la moindre chose. Moins un projet est raisonnable, plus il faut émettre des promesses fabuleuses pour arracher le consentement de populations dubitatives. Les populations ont raison de se méfier. En acceptant de s'auto-machiner, l'être humain ne deviendra nullement immortel. En revanche, il radicalisera sa dépendance, déjà exorbitante, à un gigantesque système technologico-économique sur lequel il n'a aucune prise et qu'il sera contraint de servir sans broncher, sous peine d'être débranché. Pour lui, la déconnexion signifiera immédiatement la mort. Avec le transhumanisme, le monde deviendrait une sorte d'extension des services hospitaliers de soins intensifs d'aujourd'hui, où le corps n'est maintenu en vie que par son branchement sur un appareillage high-tech. Le transhumanisme flatte des fantasmes infantiles de toute puissance, mais prépare des états de dépendance totale. C'est bien pourquoi, au demeurant, il bénéficie du soutien de puissantes firmes qui tireraient grand profit de cette totale dépendance. Beaucoup de ménages souffrent aujourd'hui de la part sans cesse croissante dans leur budget des dépenses dites contraintes. Il devient toujours plus onéreux d'être simplement en mesure d'exister dans l'espace social. Imaginez ce qu'il en serait si, en plus, vous deviez financer vos augmentations, leur entretien et leur mise à jour permanente. Et plus question alors de se rebeller façon gilet jaune, il suffirait au maître du système, pour juguler toute contestation, de désactiver à distance les fonctions implantées sans lesquelles on aurait désappris à vivre. J'ai dit que les promesses les plus spectaculaires des transhumanistes n'étaient pas réalistes, qu'elles n'étaient que des leurres destinés à arracher le consentement des populations à une artificialisation toujours plus grande de l'existence. C'est pourquoi il ne faut pas se tromper d'adversaire. Ce qu'il faut combattre, ce ne sont pas les perspectives ultimes du transhumanisme, qui sont des leurs, mais la façon qu'a le discours transhumaniste de nous habituer à considérer l'être humain comme un chantier technologique afin de nous faire consentir à des évolutions délétères. En martelant que les véritables changements sont devant nous, le transhumanisme laisse penser que les changements qui ont déjà eu lieu ou qui s'opèrent en ce moment ne méritent guère que l'on s'y attarde.
pendant que l'on s'alarme d'un hypothétique futur transhumain, on critique avec moins de virulence des évolutions qui, malgré leurs aspects déjà inhumains, revêtent en comparaison des allures rassurantes et débonnaires. Comme le remarquait Jacques Ellul, je le cite, « Ce n'est jamais que la vieille ruse de guerre. On simule une grande attaque avec trompettes et lumières, de façon à attirer l'attention des défenseurs de la citadelle, cependant que la véritable opération, creusement d'une mine par exemple, se situe tout à fait ailleurs et se déroule autrement. » Fin de citation. Je pense ici en premier lieu à l'artificialisation galopante de la procréation, qui est à l'heure actuelle l'aspect le plus saillant du transhumanisme réellement existant. Un mot pour terminer sur l'argument régulièrement avancé par les tenants du transhumanisme lorsqu'on refuse de s'enthousiasmer avec eux des perspectives qu'ils dessinent. L'argument de l'inéluctable. On connaît les propos du professeur de cybernétique Kevin Warwick, qui ont le mérite de la franchise. Pour lui, de la même manière que dans un lointain passé, les humains se sont séparés de leurs cousins chimpanzés, dans les temps qui viennent, les augmentés vont se séparer des simples humains, qui ne représenteront plus par rapport à eux que les chimpanzés du futur, voués à disparaître ou à croupir dans les quelques réserves que les post-humains consentiront peut-être à leur ménager. Telle serait donc l'alternative, s'augmenter ou être asservi. Vous refusez de vous augmenter ? Pas de problème, tant pis pour vous. Ce que vous ne faites pas, d'autres le feront et ils vous domineront ou vous extermineront. L'argument, dans sa brutalité, donne à penser. D'un côté, nous sommes arrivés à un stade où le déploiement de la puissance technologique, je l'ai déjà dit, au lieu de servir l'épanouissement et la fructification de l'humain, s'est mis à ravager la terre et les cultures humaines. Mais d'un autre côté, un fait demeure, la technologie dote ses détenteurs d'une puissance supérieure. D'où le danger de ne pas en disposer. Il n'est que de penser au sort peu enviable des peuples que les Européens ont colonisés au XIXe siècle, simplement parce que ceux-ci disposaient de fusils et de canonnières. Pour ma part, j'avoue que je préférerais disparaître humainement que survivre inhumainement. Comme le notait saint Thomas d'Aquin, je le cite, « L'âne ne désire pas devenir cheval, car il cesserait d'être lui-même. » Fin de citation. Je me sens comme cet âne. Indépendamment de cela, nous en sommes arrivés à un point où, même dans une optique de survie, je ne crois pas qu'il soit très avisé de mettre tous ses œufs dans le panier technologique. Hillary Clinton, alors qu'elle était première dame des États-Unis, s'est rendue dans un village du Bangladesh où la fondation qu'elle parrainait aidait les femmes à développer une activité agricole. Bien entendu, malgré l'aide reçue, la condition matérielle de ces femmes demeurait misérable par rapport à la sienne. L'une des habitantes du village, toutefois, demanda à Hillary « Et vous, est-ce que vous avez une vache ?» Eh bien non, Hillary Clinton n'avait pas de vache. Évidemment, elle n'en a pas besoin. Quand elle veut du lait, quelqu'un lui en apporte. Il n'en reste pas moins que le lait vient des vaches et qu'Hillary Clinton ne peut en boire que si toute la chaîne logistique qui va des vaches à son réfrigérateur fonctionne sans à-coups. Que cette chaîne se trouve coupée et la paysanne bengali se retrouve en meilleure posture qu'Hillary Clinton, en meilleure posture que, il faut le dire, l'immense majorité d'entre nous. Pour traverser les temps chaotiques qui s'annoncent, je pense que nous devrons moins compter sur la sophistication à outrance des systèmes que sur la robustesse de nos modes de vie. Nos plus précieux atouts ne seront pas des implants, mais les facultés et vertus très humaines que nous aurons su garder vivantes. Nous aurons besoin de toutes nos racines, les racines terrestres et les racines du ciel. Je vous remercie. Bonsoir.
Le 27 mai 1610, le pauvre François Ravaillac était écartelé en place de Grève. Terrible supplice, supplice de dissolution du corps. Eh bien, je vais parler d'un écartèlement de notre humanité, de cette identité fragile de notre humanité, avec cette question de plus en plus prégnante, qui est l'homme ? De Jacques Attali aux 2 précédents papes, cette question retentit depuis maintenant des années. Jacques Attali, comment permettre à l'humanité de définir et de protéger le sanctuaire de son identité ? Benoît XVI qui dit la question sociale est radicalement devenue anthropologique. Tout se résume à la question qui sommes-nous ? Et puis son successeur, le pape François, dans Laudato Si, qui dit il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. L'homme est comme écartelé entre 4 idéologies pratiques, c'est-à-dire qui s'expriment concrètement dans nos vies, et que j'ai fait figurer le technologisme, l'antispécisme d'un côté, et de l'autre côté, le malthusianisme et l'eugénisme. Je vais les traiter 2 par 2 en insistant surtout sur les 2 premières, et puis dans le prolongement aussi de ce que Olivier Véret nous a offert. Nous sommes d'abord comme pris en tenaille, en tant que homo sapiens, entre les robots et les animaux. Le technologisme, c'est cette idolâtrie de la technique qui est vue comme sauveuse de l'humanité. On vient de le voir. Et cette concurrence homme-machine s'exprime dans les lieux les plus, on pourrait dire, sacrés de notre identité, c'est-à-dire la relation. Nous avons déjà évoqué le fantasme de la gestation extracorporelle, de l'utérus artificiel. Voilà qu'une machine donnerait la vie à la place de l'enceinte maternelle. Les relations sexuelles elles-mêmes sont comme maintenant remises en question par l'invité que j'ai découvert quand je suis allé débattre chez Hanouna. C'était un robot sexuel, l'invité de minuit, que j'ai croisé alors que la maquilleuse avait toutes les peines du monde à maquiller correctement cette poupée sexuelle qui était censée singer l'amour. De même, les relations affectives. Vous savez sans doute que dans certains pays, au Japon en particulier, on essaye de témoigner de l'affection aux personnes âgées que nous abandonnons dans des lieux où nous n'avons pas le temps ou le loisir d'être présentes auprès d'elles. Des robots qui disent qu'elles les aiment, qui essaient de les rassurer, etc. Voilà, l'affection est externalisée dans des machines. Et puis, et surtout peut-être, nos bien-aimés smartphones et nos bien-aimés réseaux asociaux dont nous venons d'entendre parler implicitement, qui sont des lieux, nous le savons bien, qui peuvent sauver des vies, bien sûr, mais qui sont aussi des lieux de dépendance, d'aliénation, d'anesthésie peut-être du moi, avec la question « qui commande ?» Et pour prolonger ce qu'a dit Olivier Véret, je voudrais citer 3 spécialistes. L'ancien philosophe de Google, Tristan Harris, qui nous dit que le téléphone est cette petite chose qui rentre toujours en compétition avec le réel et qui gagne. Qui nous dit que c'est une sorte de drogue qui nous change de l'intérieur, qui fait qu'on devient de moins en moins patient, et surtout que dès que c'est ennuyeux, on y retourne, c'est un cercle vicieux, avec cette fausse impression de liberté. Nous croyons poser des choix libres, alors que nous posons les choix que des entreprises veulent que nous fassions. Ensuite, les deux des cofondateurs de Facebook ont fait leur mea culpa d'une certaine façon. Sean Parker d'abord, qui avoue, je le cite, « Notre idéologie, c'était d'utiliser le plus de votre temps, de votre attention possible. On va vous donner un petit shoot de dopamine de temps en temps. Ce besoin de reconnaissance sociale, c'est exactement ce que nous avons créé pour exploiter la faiblesse de la psychologie humaine. » L'autre co-initiateur, Chamath Palihapitiya, dit son sentiment de culpabilité, je le cite, « Nous avons créé des outils qui ont détruit le tissu social et le fonctionnement de la société. » Il y a donc de quoi faire une sorte d'état d'alerte. Et j'ai lu cet été l'essai de Paul Virilio, un urbaniste qui est justement mort cet été et qui avait écrit en 2005 « L'accident originel ». La thèse de Paul Virilio, qui a beaucoup travaillé sur l'accélération de nos vies, c'est de dire que dès qu'il y a une innovation technologique, elle invente en même temps l'accident qui va avec. Inventer l'avion, c'est inventer le crash aérien, c'est inéluctable. Inventer le nucléaire, je ne prends pas position pour ou contre, mais c'est inéluctablement Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl, Fukushima. Mieux vaut le savoir. Et il nous dit, annonçons avec la puissance technologique l'accident qui va avec, et il pronostique ou craint
ce qu'il appelle l'Hiroshima cellulaire, où la bombe génétique ravagerait cette fois la forme même de l'homme. Tout est en place, écrit Paul Virilio, pour le grand accident de livre de la vie. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, nous avons eu raison à Alliance Vita d'ouvrir à Paris, ça a fait un peu scandale, une boutique éphémère de la procréation au printemps dernier pour montrer les conséquences de ce qu'on nous concocte avec les lois bioéthiques sur la procréation médicalement assistée, le marché mondialisé ou étatisé de la procréation. Si nous n'annonçons pas les conséquences des dispositions qu'on risque de voter, on les vote aveuglement en réponse à un désir sans voir la gravité des conséquences. J'ai parlé de technologisme. Et voilà une autre idéologie pratique, l'antispécisme, qui semble presque aux antipodes, cette confusion entre l'homme et l'animal. Le mot antispéciste a été inventé par un philosophe utilitariste australien, Peter Singer, qui a écrit en 1975 « La libération animale ». Singer estime que tous les êtres sensibles doivent être traités à égalité, qu'il n'y a pas donc de droit supérieur de l'humanité par rapport au reste des animaux. Leurs intérêts sont à prendre en compte de façon égale. Et il estime aussi que végétarisme et véganisme sont des devoirs moraux, des obligations morales. Et paradoxalement, ça l'a conduit à remettre en cause plusieurs des interdits fondateurs de notre commune humanité. Celui du meurtre, il tolère jusqu'à l'infanticide. Et l'interdit de la zoophilie aussi, qu'il conteste aussi. Alors je vais vous montrer, pour illustrer cette confusion, quelques images, 5 images successives que je vais commenter. L'une fait écho à donc un groupe de musique qui a publié cette image pour inviter à ses concerts. Une image qui entretient la confusion, peut-être 3 des 4 confusions que j'essaie de montrer ce soir. J'ai évoqué celle entre l'homme et la machine. Là, on voit une confusion entre l'homme et l'animal. Une confusion peut-être entre l'homme et la femme. Peut-être aussi une confusion entre les générations. Voilà, ça me permet d'appuyer sur les 4 différences, homme-machine, homme-animal, être humain, sexe masculin et féminin, et différences entre les générations. Il n'a pas forcément cette intention, mais ça renvoie à ce que disait Valérie Boulanger à propos de Braque. Vous vous souvenez, c'est l'éclatement qui se transforme ensuite en unité. Eh bien, voilà, le mouvement artistique préfigure beaucoup de choses et c'est important de regarder de près la façon dont les graphistes agissent aujourd'hui. Deuxième image, eh bien, c'est logique. Lorsque on confond l'homme et l'animal, eh bien, on peut envier certains droits des animaux. Et vous voyez qu'ici, dans une manifestation de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, pour l'euthanasie, une personne dit qu'elle envie son chien, parce que justement, l'euthanasie est réservée aux animaux et pas aux êtres humains. Ben voilà qu'un être humain peut envier la réalité qu'on prend pitié de son chien, effectivement, mais nous sommes des êtres spirituels, c'est différent. Troisièmement, nous ont été infligées dans les gares, il n'y a pas si longtemps, ces publicités de l'association PETA, qui est une association animaliste, antispéciste, et qui affirmait, faisait parler une poule et un veau. Hein, je suis quelqu'un, ne me mangez pas. Voilà, l'anthropomorphisme qui s'affiche, et donc ça veut dire qu'au fond, celui qui mange du cochon ou du veau ou de la poule est une sorte de meurtrier. On voit un peu plus loin dans le métro parisien, ça m'a étonné, moi qui suis pêcheur à la ligne, de voir qu'une association animaliste demande l'interdiction formelle de toute pêche à la ligne, le fameux street fishing que certains font dans la Seine, tout en relâchant leur proie d'ailleurs, hein, leur prise. Donc voilà, interdiction de la pêche parce que le poisson souffre et veut vivre. Alors, il ne faut pas s'étonner que lorsque les leaders du mouvement vegan assimilent une bétaillère à une déportation et un abattoir à un camp de concentration génocidaire, eh bien qu'on en arrive pour certains d'aller jusqu'au bout de la logique, hein, et avec des fromageries, des boucheries, des restaurants qui sont attaqués, et signaux faibles à prendre en compte avec attention. Une forme de transposition de la lutte des classes s'opère. J'ai noté que Geoffroy de Lagasnerie, qui est un intellectuel de gauche radical, a retweeté le 20 décembre 2018 faire la révolution antispéciste en émancipant la classe opprimée par un vrai projet social. Une transposition de la lutte des classes entre, cette fois, l'homme et l'animal. 3 remarques sur ces sujets. D'abord, il y a une collusion très nette entre le technologisme et l'antispécisme. Et par exemple, PETA, que je viens de citer, soutient les recherches de viande in vitro, de production de viande sans animal. Sachant, vous avez peut-être vu que le premier steak ayant la couleur, le goût, l'aspect, la texture de la viande, mais sans aucun animal, est sorti la semaine dernière aux États-Unis. Donc recherche pour shunter en fait la vie animale pour nourrir l'homme.
Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Deuxième remarque, je pense que nous devons nous interroger sur ce qui a déjà été évoqué. La toute-puissance technologique a pu nous couper de la relation avec l'animal, relation que les éleveurs, c'est ce que décrit Jocelyne Porcher dans son livre « Vivre avec les animaux ». Elle montre que les éleveurs avaient une relation d'amitié, de soutien, de soins réciproques, et évidemment qu'ils l'autorisaient ensuite en tant qu'être humain à procéder à la mise à mort d'un animal. Alors qu'à partir de la révolution industrielle, les théoriciens ont considéré que l'animal était une machine. André Sanson, en 1907, qui était un spécialiste de la zootechnique, écrit « Les animaux domestiques sont des machines », dans l'acception la plus rigoureuse, telle que l'admettent la mécanique et l'industrie. Pour lui, un cheval, c'était comme une locomotive. On peut s'interroger sur cette mécanisation de l'animal dans l'idée qui aboutit à celle de l'homme aussi. Quand j'ai débattu avec Laurent Alexandre de transhumanisme, il a affirmé à un moment « Nous créerons l'âme dans le silicium », comme si nous n'étions qu'une machine qui est donc dépassable. L'homme est un animal, mais pas comme les autres. L'animal n'est pas un homme. Ni l'un ni l'autre ne sont des machines. Et alors, qu'est-ce qui distingue l'humanité? Je vous propose 3 médailles: dignité, souveraineté, responsabilité, sur le reste de la création notamment. Et un premier antidote, j'en aurai 3 dans mon exposé, se rapprocher de la nature, cohabiter avec les animaux, pour vraiment y exercer notre responsabilité. Alors, plus brièvement, je vais vous exposer des petites réflexions sur les 2 autres idéologies pratiques, le malthusianisme et l'eugénisme, qui attaque l'homme sur sa quantité avec le malthusianisme et qui conteste, qui lui fait passer une épreuve de qualité pour l'eugénisme. Le malthusianisme, vous savez, c'est une pensée d'un économiste, Malthus, qui a considéré que la fin début du 19e siècle, on considérait que le caractère exponentiel de la croissance démographique allait se heurter au caractère bien plus limité des ressources. Il a été largement démenti jusqu'à maintenant, mais il y a déjà eu des dégâts considérables d'une pensée malthusienne. On peut penser par exemple à la pyramide démographique de la Chine, qui a une forme de toupie avec un déficit de 40 millions de femmes du fait de la politique de l'enfant unique. Mais enfin, on est revenu un petit peu là-dessus, mais c'est repris aujourd'hui par le mouvement écologiste. Et je vous montre juste une image qui a fait scandale. L'agence France-Presse a voulu la démentir, mais vous voyez que sur cette image, on s'interrogeait comment réduire son empreinte carbone. Voilà. Et la seule façon de parvenir, c'est le message qui est là, parce que vous voyez qu'il y a une petite fracture en tout en bas dans la dernière ligne. Hein. Si vous vous abstenez de voiture, c'est 2,3, mais si vous avez un enfant en moins, c'est 60. Voilà. Et donc, on voit jusqu'où va la pensée malthusienne aujourd'hui, néo-malthusienne, avec parfois des stérilisations volontaires de certains hommes pour la planète, pour sauver la planète. Dans le grand débat qui a commencé, on voit déjà des mouvements écologistes qui demandent de limiter les allocations familiales, de tout faire pour limiter la population, y compris des pays vieillissants, voire suicidaires, comme certains pays occidentaux. Sur l'eugénisme, je serai aussi bref, mais parce que Blanche l'a très bien, magnifiquement traité la dernière fois, mais je voudrais évoquer 3 collusions qui montrent que ces idéologies pratiques retentissent les unes sur les autres. L'eugénisme entre en collusion, en résonance avec le malthusianisme. C'est évident. Malthus disait que c'était les indigents qui ne devaient pas se reproduire, qu'il fallait empêcher les pauvres d'avoir des enfants. Et les stérilisations massives dans les pays en voie de développement attestent ce lien entre eugénisme et malthusianisme. Collusion avec le technologisme aussi. Je citerai une citation terrible de Francis Crick, l'extraordinaire co-découvreur de la structure de l'ADN. Je cite « Aucun enfant nouveau-né ne devrait être reconnu humain avant d'avoir passé un certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique. S'il ne réussit pas ces tests, il perd son droit à la vie. » Fin de citation. René Friedman a une posture aussi, le co-auteur entre guillemets de Amandine, premier bébé éprouvette français, explique quand il peut effacer l'image d'un embryon porteur d'un handicap, pouvoir effacer cette image, c'est comme dire « lève-toi et marche ». Voilà, une posture de sauveur, une posture messianique par l'effacement des personnes porteuses de handicap. Collusion enfin avec l'antispécisme, car Peter Singer était favorable à ce qu'on puisse supprimer des nouveau-nés porteurs de handicap, en 2021, parce que, selon lui, les grands singes, à la naissance, avaient un QI supérieur. Et donc, cet eugénisme se fait au détriment des êtres humains et au profit de certains animaux. Deuxième antidote, se rapprocher des plus fragiles. Et pour s'offrir, au fond, de faire preuve d'humanité.
Et je voudrais vous offrir l'image qui vient un peu en écho à la dernière que je vous avais offerte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la publicité avec la mère et l'enfant, l'enceinte maternelle. Voilà un père et un fils. Michel Petrucciani, grand pianiste de jazz, qui a dit à propos de son fils, « Refuser sa maladie serait comme me refuser moi-même ». On voit Alexandre sur les bras, sur les genoux de Michel. Et Michel Petrucciani avait écrit cette phrase que vous voyez en anglais, je la traduis parfois, « Je pense que quelqu'un là-haut m'a préservé, m'a sauvé d'être ordinaire ». Phrase que nous pouvons tous prononcer, nous qui sommes tous les plus belles fleurs de la biodiversité, mais qu'il peut prononcer avec la force de sa fragilité, de sa vulnérabilité, et aussi son génie de pianiste de jazz. Troisième antidote, s'ouvrir à la transcendance. Vous voyez, pour lutter contre les quatre idéologies corrélées, technologisme, antispécisme, malthusianisme, eugénisme, se rapprocher de la nature pour y cohabiter avec elle et y exercer notre souveraineté, notre responsabilité, se rapprocher des plus fragiles pour faire preuve d'humanité, et puis créer des refuges anthropologiques où nous vivons cette expérience d'être pleinement humain, ouvert à la transcendance. Je vous remercie. De nombreux phénomènes viennent mettre l'éthique de la vie sous pression, ce qui aboutit à ce dérèglement bioéthique que nous constatons. Je vous propose qu'on observe certaines de ces pressions, non pas tellement pour s'en désoler, mais pour y réfléchir et peut-être pour mesurer aussi la part qui peut-être en chacun de nous s'y soumet, ou la part qui se laisse peut-être bercer dans ce bouillon de culture dans lequel nous mijotons. J'aborderai quelques-unes de ces pressions avant de partager une boîte à outils de discernement. La première de ces pressions, c'est celle liée aux nouveaux modes de communication et d'information, qui sont vraiment des atouts de notre temps. Ils permettent de nous relier de manière planétaire et aussi de partager nos connaissances. Mais ces technologies, elles ne sont pas neutres. Elles impactent de manière positive et négative d'ailleurs nos comportements, la culture, les relations humaines et l'information elle-même. L'information qui aujourd'hui est continue, est illimitée, instantanée aussi, qui envahit notre quotidien. Et cette information qui finalement, on est comme poussé à la consommer. Si bien que parfois on n'hésite plus à en fabriquer de toutes pièces. Et alors, qu'importe qu'elle soit vraie ou pas, puisque il est possible aujourd'hui de supprimer une publication aussi vite que nous l'avons publiée. Et au fond, je crois que certains comportements, certaines conduites sont même induits et n'existeraient pas si aucun écho ne pouvait leur être donné. Le scientifique chinois, qui il y a peu de temps a annoncé avoir fait naître des bébés génétiquement modifiés, il l'a annoncé sur YouTube à la veille d'un colloque international qui traitait de ce sujet. En France, il y a des personnes qui ont enfreint la loi, je pense par exemple à celles qui ont recours aux mères porteuses, qui en font une promotion publique sans être inquiétées le moins du monde. Ces deux exemples-là, ils nous parlent de ce fait accompli, une tactique vraiment fréquente en fait dans les sujets bioéthiques pour venir casser les digues bioéthiques. Et tout ce bruit, tout ce temps qui nous est volé, nous laisse finalement assez peu de temps pour notre liberté intérieure, pour discerner dans ce bouillon ce qui surnage peut-être de vrai, d'utile ou même juste d'important. Et ces informations, elles savent aussi habilement venir appuyer sur nos émotions. Deuxième pression. Dans Bébé sur mesure, le monde des meilleurs, je décrypte la manière dont cette folle FIV à 3 parents a pu être légalisée en Angleterre, malgré énormément de levées de boucliers, de médecins, de spécialistes, de pédiatres, etc. En fait, la principale raison, c'est que l'opinion a été manipulée. C'est par une instrumentalisation des émotions que ça a pu avoir lieu, des émotions comme l'empathie ou la peur. Au fond, la mobilisation des souffrances humaines sert souvent des projets politiques. Et il y a même des spécialistes qui ont établi que l'affect devient un marché.
La promotion de la conservation des ovocytes, un sujet très actuel. Eh bien, l'un des carburants de ce marketing, si l'on peut dire, est la peur. La peur bien légitime, bien compréhensible, eh bien, de ne jamais avoir d'enfant. Dans un autre exemple, je vous montrerai des publicités qui sont parues pour inciter au don de gamètes. Vous voyez sur ces publicités les slogans qui utilisent des mots comme cadeau, comme c'est ma façon d'être solidaire, ou encore quel donneur de bonheur êtes-vous. Vous voyez, ces slogans, ils viennent appuyer sur nos ressorts d'altruisme. Et l'un de ces slogans, il vient même aussi quelque part culpabiliser. Le slogan qui est destiné aux hommes et qui dit, en gros, qui dit « Vous avez des millions de spermatozoïdes, eh bien, comment osez-vous les garder tous pour vous ?» Et au fond, tout ça, ça vient créer une confusion. Une confusion en particulier peut-être avec le don de sang. Les gamètes sont des cellules qui sont porteuses de vie. En cela, elles sont vraiment particulières. Mais elles ne sont pas vitales. Et au fond, si les dons sont rares, eh bien cela dit aussi quelque chose. Cela dit bien que ces dons, ce don de gamètes, ce n'est pas rien. Pour rester encore sur ce sujet, peut-être savez-vous qu'aujourd'hui, l'anonymat du don de gamètes, il est devenu intenable parce que les banques de données génétiques et puis ces kits d'analyse d'ADN qui sont en vente sur Internet, ils permettent aujourd'hui à des personnes qui sont nées de dons anonymes de retrouver leur géniteur. Au fond, ce que les banques de gamètes nous cachent, Google aujourd'hui peut nous le révéler. Le pathos, l'émotion, elles viennent appuyer sur des ficelles qui sont des bonnes et des belles ficelles du cœur humain. Notre capacité à s'émouvoir, notre sensibilité. Et heureusement que cette humanité est inscrite en nous. Mais vous voyez qu'elles viennent aussi appuyer sur d'autres ressorts, et en particulier cette capacité qu'ont les émotions de brouiller parfois notre discernement. Et elles sont particulièrement efficaces, ces ficelles, puisque elles laissent peu de place à la critique ou au débat. Troisième pression, la tyrannie du désir. Aujourd'hui, ce désir qui devient presque un critère éthique. Je désire ce quelque chose, et donc parce que je le désire, ce quelque chose devient juste ou bon. Et finalement, cette approche insensée qui prétendrait qu'un désir pourrait suffire à ouvrir un droit ou une loi, aboutit à ce que les droits qui nous protègent finissent par dériver en droits que nous exigeons. Et dans une société individualiste, chacun cherche la satisfaction immédiate de ses désirs sans plus forcément prendre en considération la répercussion de ses propres choix. Et c'est ainsi que petit à petit, on glisse vers une éthique sans limite. Certains tenanciers de la bioéthique, certains tenanciers politiques, ils s'interdisent aujourd'hui désormais tout questionnement d'ordre moral. Ils pulvérisent même toute notion de bien ou de mal, et certains même affirment qu'il n'existe aucune vérité en bioéthique. Mais si la bioéthique ne se fixe plus de limites, alors elle n'en fixe plus non plus. Et finalement, certains comités, les commissions finissent en caisse enregistreuse des revendications individuelles ou des nouvelles possibilités technologiques. Et finalement, la bioéthique en arrive à se saborder elle-même et à renoncer à ses missions premières. Ces missions premières qui sont de protéger l'être humain et de protéger la dignité de la personne humaine contre l'expérimentation humaine sans consentement. Je pense par exemple à ces bébés déjà nés, ces nouveaux cobayes nés de FIV à 3 parents ou ces bébés génétiquement modifiés. De nous protéger aussi contre la marchandisation du corps, contre la fascination de la technique, contre la pression des nouveaux marchés aussi qui viennent utiliser aussi le corps et la vie humaine, et d'interdire les pratiques eugéniques, nous l'avons évoqué, et aussi d'encadrer la recherche pour que vraiment elle soit orientée vers un vrai progrès humain, parce que nous savons que tout ce qui est possible n'est pas forcément souhaitable. Le rappel de ces principes, il vise à nous faire bien mesurer qu'il est essentiel que la bioéthique cesse de dissoudre la morale.
qu'elle ne se coupe pas des principes fondateurs qui posent finalement des règles qui permettent la vie en société. La loi bioéthique, ce sont vraiment des enjeux d'humanité qui concernent directement la vie de chacun. Ça nécessite qu'elle se préoccupe de l'intérêt de ceux qui ne s'expriment pas, mais aussi des générations futures, dont nous sommes en fait déjà responsables. Je crois que nous sommes vraiment dans un affrontement culturel, cela a été beaucoup évoqué ce soir, entre la technique considérée comme un absolu et la responsabilité morale de l'homme. Et nous voyons dans ce contexte actuel ces souffrances qui s'expriment, les personnes qui se sentent de plus en plus des variables d'ajustement dans un système où l'humain finalement est de plus en plus réduit à un engrenage, dans un mécanisme qui le traite en bien de consommation. Eh bien, nous sommes dans une sorte d'overdose en fait, de ce mépris de la vie. Et peut-être plus qu'on ne l'imagine, eh bien, cela trouve aussi ses racines dans ces enjeux bioéthiques. Alors, quels outils de discernement ? Je vous propose l'image d'un tabouret. Un tabouret avec 3 pieds, 3 piliers indissociables. Les 3 sont nécessaires. Si l'un d'eux vient à manquer, eh bien, l'équilibre est rompu. Premier pilier, l'acte. L'acte que la volonté a choisi. Deuxième pilier, l'intention qui motive l'acte. Troisième pilier, les circonstances de l'acte, y compris les conséquences. Pourquoi faut-il les 3 ? Une bonne intention ne suffit pas. Par exemple, si pour augmenter le nombre de greffes et soigner plus de personnes, eh bien je récupère des organes dans des circonstances qui ne respecteraient pas les personnes. Vous voyez bien que l'intention est bonne, mais que l'acte ne l'est plus. Au fond, la fin ne justifie pas les moyens. Et de même, un acte juste, s'il provient d'une intention mauvaise, eh bien sa qualité en est diminuée. Quant aux circonstances, elles comptent énormément, puisque en fait, elles peuvent atténuer ou augmenter la responsabilité de la personne qui agit. Les circonstances expliquent, mais elles ne rendront pas bon un acte qui ne l'est pas. Monter sur ce tabouret à 3 pieds, acte, intention, circonstance, ça nous permet de prendre un peu de hauteur. Et j'ajouterai à cette boîte à outils 3 pièges, 3 poisons dans la réflexion éthique qu'il est important de connaître. Le premier, c'est le conséquentialisme. C'est l'idée qu'une conséquence bonne suffise à rendre un acte bon. Par exemple, un enfant infiniment précieux et respectable est toujours une conséquence bonne. Mais cela ne légitime pas pour autant tous les modes de procréation. Par exemple, le clonage. Le clonage, il est qualifié en droit de crime contre l'espèce humaine. Ça démontre bien, s'il le fallait, qu'il y a des modes de procréation qui sont contraires à la dignité humaine et à l'intérêt de l'enfant ainsi conçu. Le deuxième piège, ce qui est légal n'est pas forcément moral. L'euthanasie ou la GPA sont légales dans un certain nombre de pays, mais ce n'est pas pour ça que ça devient subitement, magiquement, un acte juste. Troisième piège, l'utilitarisme, évoqué aussi par Tugdual d'Herville. C'est l'idée que le seul critère serait l'utilité. Un acte devient bon parce qu'il est utile. Tous ces pièges viennent réduire la pensée. Et en fait, nous savons que l'utilité ou la satisfaction de nos désirs ne suffisent pas à donner un sens à nos vies ou même à nous procurer de la joie. Notre cœur aspire vraiment à beaucoup plus grand que ça. En conclusion, je dirais que la vie est sous pression. Alors mettons cette pression sur ceux qui ont cette immense responsabilité d'écrire et de voter ces lois qui sont absolument décisives. Ces questions sont très complexes. Elles méritent vraiment un dialogue à la hauteur des enjeux, un dialogue interdisciplinaire et avec une vraie exigence de recherche de la vérité. Une vérité qui, bien sûr, dépasse chacun de nous. Je crois que ce courageux travail à mener, il en vaut vraiment la peine parce qu'au fond, il vise quand même à protéger la condition fragile de l'être humain et aussi à promouvoir une société, une civilisation plus humaine. Je crois que nous ne devons jamais désespérer. Nous l'avons vu avec le général. Rien n'est jamais perdu. Il n'y a aucun système qui annule complètement l'ouverture à la beauté, à la vérité et au bien. La vie est vraiment sous pression. Et je crois que ce murmure qui monte de nos consciences, il nous prouve que la vie compte vraiment pour nous et que, également, la vie compte sur nous. Je vous remercie.
Merci d'avoir suivi avec nous ces 4 soirées de l'Université de la vie organisées par Alliance Vita. Vous pouvez retrouver toutes ces interventions sur le site ktotv.com.